Je regardais le plafond blanc de ma chambre. Mon cœur battait très fort dans ma poitrine. Mes mains tremblaient sur le clavier de mon ordinateur. La lumière bleue de l'écran illuminait mon visage dans la nuit noire. Il était 3 heures du matin à Portland. Je venais de terminer mon dernier examen universitaire. Mais ce n'était pas la fin de mes études qui me faisait trembler. C'était un email que je venais de recevoir 3 minutes plus tôt. Un email qui allait changer ma vie complètement. L'email disait que j'avais exactement 127 jours avant mon départ pour la France. 127 jours pour apprendre une langue que je ne parlais pas du tout. Était-ce possible ou étais-je en train de faire la plus grande erreur de ma vie? Bonjour mon ami. Je m'appelle Riley et j'ai 23 ans. Aujourd'hui je vais te raconter mon histoire. C'est l'histoire de comment une fille américaine qui ne savait rien du français est devenue fluide en seulement 6 mois. Avant de commencer, je veux savoir quelque chose. Écris dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo. Est-ce que tu apprends le français aussi? Est-ce que tu veux apprendre une nouvelle langue? Je lis tous les commentaires et j'adore découvrir d'où tu viens. Mon histoire commence en mars. C'était le mois de mars et ma vie à Portland était normale et prévisible. Je travaillais dans un café près de l'université. Je servais du café et des sandwichs tous les jours. Les clients entraient et sortaient. Ils commandaient la même chose chaque matin. Mon travail était simple, mais il n'était pas intéressant. Chaque jour ressemblait au jour précédent. Je me levais à 6 heures. Je prenais une douche rapide. Je buvais mon café noir sans sucre. Puis je marchais 15 minutes jusqu'au café. Ma vie était comme une machine qui répétait toujours les mêmes actions. Mais quelque chose manquait dans ma vie. Je le sentais chaque jour. Ce sentiment grandissait dans mon cœur comme une plante qui cherche la lumière du soleil. Je voulais plus que cette routine. Je voulais vivre quelque chose de différent. Je voulais me sentir vivante et excitée par ma vie. Alors un soir, après mon travail au café, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai cherché des opportunités de travail à l'étranger. Mon doigt bougeait sur la souris. Je cliquais sur différents sites web. Je lisais des offres d'emploi dans différents pays. Chapitre 1. L'email qui changeait tout. 3 semaines passaient après cette soirée de recherche. Je travaillais mon service habituel au café, quand mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un email. L'adresse de l'expéditeur contenait les lettres .fr à la fin. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai ouvert l'email avec mes mains qui tremblaient un peu. Le message était en anglais, mais il venait d'une famille française. Ils cherchaient une jeune fille au pair pour s'occuper de leurs 2 enfants à Lyon. Lyon est la 3e plus grande ville de France avec 516 000 habitants dans la ville et 2,3 millions dans toute l'agglomération. La famille s'appelait Fontaine. Madame Fontaine travaillait comme architecte.
Monsieur Fontaine était professeur de mathématiques dans un lycée. Ils avaient 2 enfants. Lucas avait 7 ans et Maël avait 5 ans. Ils cherchaient quelqu'un pour 6 mois minimum. La personne devait commencer en juillet. C'était exactement dans 4 mois. Mon cerveau calculait rapidement les dates. Mars, avril, mai, juin, juillet. 4 mois pour me préparer. 4 mois pour changer ma vie entière. Mais il y avait un problème énorme. Un problème qui rendait cette opportunité presque impossible. L'email expliquait que la famille voulait quelqu'un qui parlait français. Ils voulaient que leurs enfants pratiquent l'anglais, mais la communication quotidienne se ferait en français. Je devais parler français avec Madame Fontaine et Monsieur Fontaine. Je devais comprendre les instructions en français. Je devais aider les enfants avec leurs devoirs en français. Et moi? Je ne parlais pas un seul mot de français. Mon niveau de français était 0. Complètement 0. Je pouvais dire bonjour et merci. C'était tout. Je ne connaissais pas les verbes. Je ne comprenais pas la grammaire. Je ne pouvais pas construire une phrase simple. Comment est-ce que je pouvais accepter ce travail? C'était impossible, non? Mais quelque chose en moi refusait d'abandonner. Cette opportunité semblait parfaite. Lyon semblait être une ville magnifique. La famille semblait gentille et normale. Le salaire couvrait tous mes besoins avec 800 € par mois, plus le logement et la nourriture. Je me suis assise sur mon lit ce soir-là. Mon ordinateur était ouvert devant moi. L'email de la famille Fontaine brillait sur l'écran. Je devais prendre une décision. Est-ce que je répondais honnêtement que je ne parlais pas français? Est-ce que je laissais passer cette chance unique? Ou est-ce que je faisais quelque chose de fou? Mes doigts ont commencé à taper une réponse. Je tapais lentement, pensant à chaque mot. Je leur ai dit la vérité. Je ne parlais pas français maintenant. Mais j'allais apprendre. Je promettais de devenir fluide avant juillet. Chapitre 2. La promesse impossible. Madame Fontaine a répondu à mon email le lendemain matin. Son message était court mais encourageant. Elle appréciait mon honnêteté. Elle admirait ma motivation. Mais elle avait une condition très claire. Je devais passer un test de conversation en français par vidéo avant de venir. Ce test aurait lieu le 1er juillet. C'était exactement dans 127 jours. 127 jours pour passer de 0 à un niveau conversationnel. Mon estomac se serrait quand je lisais ces mots. Qu'est-ce que j'avais fait? Est-ce que je venais de promettre quelque chose d'impossible? Je calculais les chiffres encore et encore. 127 jours égalait 18 semaines. 18 semaines pour apprendre une langue complète. Les experts disent qu'il faut entre 600 et 750 heures d'études pour atteindre un niveau B2 en français pour un anglophone.
Le niveau B2 signifie que tu peux avoir des conversations normales sans difficulté. Si je voulais étudier 750 heures en 127 jours, je devais étudier presque 6 heures par jour. Chaque jour. Sans exception. Sans pause. Sans jour de repos. Cette réalité me frappait comme une vague froide d'eau de mer. 6 heures par jour, en plus de mon travail au café. Je travaillais déjà 8 heures par jour au café. Cela voulait dire que je devais utiliser chaque minute libre. Le matin avant le travail. Le soir après le travail. Les week-ends entiers. Ma vie sociale devait disparaître complètement. Mes amis devaient comprendre mon absence. Ma famille devait accepter que je ne pouvais plus passer du temps avec eux. Est-ce que j'étais vraiment prête à faire ce sacrifice? Cette nuit-là, je ne dormais pas beaucoup. Mon esprit tournait et tournait avec toutes ces questions. Mais quand le soleil se levait le lendemain matin, ma décision était prise. J'allais le faire. J'allais apprendre le français en 6 mois. J'allais prouver que c'était possible. Peut-être pas facile, mais possible. Je me levais de mon lit avec une nouvelle énergie dans mon corps. Aujourd'hui commençait mon voyage vers la France. Aujourd'hui commençait ma transformation. Chapitre 3. Le premier jour de guerre. Mon premier jour d'apprentissage du français commençait avec un désastre total. Je m'asseyais à ma table avec mon ordinateur et un cahier neuf. J'ouvrais une application populaire pour apprendre les langues. L'application me montrait des images colorées. Un chat. Une pomme. Un garçon. Une fille. Je répétais les mots après la voix robotique. Chat. Pomme. Garçon. Fille. Après 15 minutes, mon cerveau était déjà fatigué. Après 30 minutes, je voulais arrêter. Comment est-ce que j'allais survivre 6 heures comme ça? Le problème était simple mais cruel. Cette méthode était trop lente. Beaucoup trop lente pour mon objectif. L'application voulait m'enseigner 5 mots par jour. 5 mots par jour pendant 6 mois donnaient environ 900 mots. Mais pour avoir des conversations normales, je devais connaître au moins 3000 mots. Les chercheurs estiment qu'un locuteur natif utilise entre 3000 et 5000 mots dans sa vie quotidienne. Mon application ne suffisait pas du tout. Je fermais l'application avec frustration. Mes mains tapaient rapidement sur le clavier. Je cherchais des informations sur Google. Comment apprendre une langue rapidement? Quelle est la meilleure méthode pour devenir fluide? Les résultats montraient des milliers de pages. Tout le monde avait une opinion différente. Certains disaient qu'il fallait étudier la grammaire d'abord. D'autres disaient qu'il fallait écouter beaucoup. D'autres encore recommandaient de parler dès le premier jour. Qui avait raison? Comment est-ce que je pouvais savoir?
Pendant 3 heures, je lisais des articles et des forums. Ma tête tournait avec toutes ces informations contradictoires. Puis je tombais sur un article qui changeait tout. L'article parlait d'un polyglotte qui apprenait une nouvelle langue tous les 3 mois. Son nom était Benny et il venait d'Irlande. Il expliquait sa méthode très clairement. La clé n'était pas d'étudier parfaitement. La clé était de parler immédiatement. Même avec des erreurs. Même avec un vocabulaire limité. Parler, parler, parler. Cette philosophie me semblait terrifiante mais logique. Comment est-ce que les enfants apprennent leur langue maternelle? Ils ne commencent pas avec la grammaire. Ils ne mémorisent pas des listes de vocabulaire. Ils écoutent et ils parlent. Ils font des erreurs et ils apprennent de ces erreurs. Peut-être que je devais faire la même chose. Peut-être que j'avais besoin de trouver quelqu'un avec qui parler en français. Mais qui? Je ne connaissais personne qui parlait français à Portland. Chapitre 4. La recherche du professeur parfait. Le lendemain, je commençais ma recherche d'un professeur de français. Je savais que je devais investir de l'argent dans mon éducation. Mon salaire du café n'était pas très haut. Je gagnais environ $2000 par mois. Mon loyer coûtait 8 cents. La nourriture et les autres dépenses prenaient environ $600. Il me restait $600 par mois pour mon apprentissage du français. C'était mon budget maximum. J'explorais différentes options en ligne. Les professeurs privés coûtaient entre 25 et $60 par heure. Si je voulais parler 3 heures par semaine, cela coûtait au minimum 3 cents par mois. C'était la moitié de mon budget. Mais peut-être que c'était nécessaire. J'ouvrais un site web qui connectait les étudiants avec des professeurs natifs. Le site s'appelait Italki et il avait des milliers de professeurs de français. Je regardais les profils pendant des heures. Chaque professeur semblait différent. Certains professeurs étaient très formels et structurés. Ils voulaient enseigner la grammaire systématiquement. D'autres professeurs étaient plus décontractés. Ils proposaient des conversations libres sur différents sujets. Les prix variaient énormément aussi. Un professeur de Paris coûtait $45 par heure. Un professeur du Cameroun coûtait seulement $12 par heure. Est-ce que la différence de prix signifiait une différence de qualité? Finalement, je trouvai une professeure qui semblait parfaite pour moi. Elle s'appelait Sandrine et elle vivait à Marseille. Marseille est la deuxième plus grande ville de France avec 870 000 habitants. Sandrine avait 32 ans et elle enseignait le français depuis 8 ans. Son profil expliquait qu'elle aimait travailler avec des étudiants qui voulaient apprendre vite. Elle croyait en la méthode de l'immersion totale. Son prix était $20 par heure. C'était raisonnable pour mon budget. Je réservais ma première leçon pour le lendemain soir. Mon cœur battait vite quand je cliquais sur le bouton de confirmation.
Demain j'allais parler français pour la première fois de ma vie. Ou plutôt, j'allais essayer de parler français. Comment est-ce que je pouvais parler une langue que je ne connaissais pas encore? Cette nuit-là, je ne dormais presque pas. Mon cerveau imaginait des scénarios terribles. Et si je ne comprenais rien? Et si Sandrine pensait que j'étais stupide? Et si j'abandonnais après la première leçon? Chapitre 5. L'humiliation qui motivait tout. La première leçon avec Sandrine commençait à 7 heures du soir. Je m'asseyais devant mon ordinateur 10 minutes en avance. Mes mains étaient moites de sueur. Mon estomac était noué comme une corde trop serrée. L'appel vidéo commençait et le visage souriant de Sandrine apparaissait sur mon écran. Elle me saluait en français. Je ne comprenais pas un seul mot. Mon visage devenait rouge de gêne. Sandrine voyait ma confusion et elle répétait plus lentement. Bonjour Riley. Comment allez-vous? Ces mots simples prenaient plusieurs secondes avant d'atteindre mon cerveau. Comment allez-vous? Je connaissais cette phrase. C'était comme How are you en anglais. Je cherchais désespérément dans ma mémoire. Quelle était la réponse? Ma bouche s'ouvrait mais aucun son ne sortait. Finalement, après un silence horrible de 15 secondes, je murmurai quelque chose. Bon. Juste le mot bon. C'était tout ce que je pouvais produire. Sandrine souriait gentiment, mais je voyais la pitié dans ses yeux. Cette pitié me brûlait plus que n'importe quelle critique. Elle continuait à parler lentement. Elle me posait des questions simples. Où habitez-vous? Quel âge avez-vous? Aimez-vous le café? Chaque question était comme une montagne impossible à escalader. Je comprenais peut-être un mot sur 3. Je répondais avec des mots isolés. Portland. 23. Oui. Ma frustration grandissait à chaque seconde. Après 30 minutes de cette torture, Sandrine arrêtait d'essayer de parler seulement en français. Elle passait à l'anglais pour m'expliquer quelque chose d'important. Elle disait que mon niveau était vraiment très basique. Plus basique qu'elle pensait. Pour avoir une conversation normale en juillet, je devais travailler extrêmement dur. Elle suggérait que nous parlions 4 fois par semaine au lieu d'une fois. Elle suggérait aussi que j'étudie au moins 4 heures par jour en dehors de nos leçons. 4 heures minimum. Cette recommandation me donnait un choc. 4 heures d'études plus 4 heures de cours par semaine. Cela signifiait presque 30 heures par semaine. C'était comme un travail à temps partiel. Comment est-ce que je pouvais faire ça en plus de mon travail au café? Mais la vraie question était différente. Comment est-ce que je pouvais ne pas le faire? J'avais déjà promis à la famille Fontaine. J'avais déjà commencé ce voyage. Abandonner, maintenant signifiait accepter l'échec. Et moi, Riley, je n'abandonnais jamais.
Chapitre 6. La routine qui brisait ma vie sociale. Ma nouvelle routine commençait le lundi suivant. Mon réveil sonnait à 5 heures du matin. C'était encore noir dehors. Mes yeux brûlaient de fatigue, mais je me forçais à sortir du lit. Je faisais du café fort et je m'asseyais à ma table. De 5 heures à 6h30, j'étudiais le vocabulaire français. J'utilisais une application qui s'appelait Anki. Cette application utilisait un système de répétition espacée. Cela voulait dire que je revoyais les mots juste avant de les oublier. Chaque matin, je mémorisais 50 nouveaux mots. 50 mots par jour pendant 6 mois donnaient environ 9000 mots. C'était beaucoup plus que les 3000 mots nécessaires pour une conversation normale. Mais je voulais avoir une marge de sécurité. Les mots que j'apprenais n'étaient pas choisis au hasard. Je suivais une liste de fréquences. Cette liste montrait les mots les plus utilisés en français. Le mot numéro 1 était le. Le mot numéro 2 était de. Le mot numéro 3 était un. Après ma session de vocabulaire, je me préparais rapidement pour le travail. Je prenais une douche de 5 minutes. Je m'habillais en 3 minutes. Je marchais vite jusqu'au café. Mon service commençait à 7 heures précises. Pendant mes 8 heures de travail, j'essayais de pratiquer mentalement. Quand je faisais un café, je pensais les mots en français. Café. Lait. Sucre. Tasse. Chaud. Quand je nettoyais les tables, je nommais les objets en français. Table. Chaise. Serviette. Fenêtre. Porte. Mes collègues commençaient à me trouver étrange. Je parlais moins avec eux. Je ne riais plus à leurs blagues. Pendant la pause déjeuner, je restais dans l'arrière-salle avec mes écouteurs. J'écoutais des podcasts français pour débutants. Les podcasts parlaient très lentement et clairement. Ils répétaient les phrases importantes plusieurs fois. Ils expliquaient le vocabulaire difficile. Au début, je ne comprenais presque rien. Juste quelques mots isolés qui flottaient dans un océan de sons incompréhensibles. Mon travail finissait à 3 heures de l'après-midi. Je rentrais immédiatement chez moi. Pas de détour. Pas de visite chez des amis. Pas de shopping relaxant. Je montais les escaliers jusqu'à mon appartement. Je mangeais quelque chose de rapide. Souvent juste un sandwich ou une salade préparée. Puis je m'asseyais à nouveau devant mon ordinateur. De 4 heures à 6 heures, j'étudiais la grammaire française. Cette partie était la plus difficile pour moi. La grammaire française semblait avoir 1 million de règles compliquées. Les verbes changeaient selon le sujet. Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont.
Et c'était juste un verbe au présent. Chaque verbe avait aussi un passé et un futur. Certains verbes étaient réguliers et suivaient des règles prévisibles. D'autres verbes étaient irréguliers et ne suivaient aucune logique. Je devais mémoriser chaque forme séparément. Aller. Je vais. J'allais. J'irai. Mon cerveau protestait contre cette torture. Chapitre 7. Les amis qui disparaissaient lentement. Ma meilleure amie s'appelait Jordan. Nous étions amis depuis le lycée. Cela faisait donc 8 ans que nous nous connaissions. Nous nous voyions normalement 3 ou 4 fois par semaine. Nous allions au cinéma ensemble. Nous faisions du shopping ensemble. Nous parlions pendant des heures de nos vies et de nos rêves. Mais depuis que j'avais commencé mon apprentissage intensif du français, je ne la voyais presque plus. Jordan m'envoyait des messages tous les jours. Elle proposait des activités différentes. Un nouveau restaurant qui venait d'ouvrir. Un concert dans un bar local. Une randonnée dans la forêt près de Portland. Je répondais toujours la même chose. Désolé, je dois étudier le français. Au début, Jordan était compréhensive et encourageante. Elle disait que mon objectif était admirable. Elle disait qu'elle était fière de moi. Mais après 3 semaines, son ton changeait. Un samedi soir, Jordan m'appelait au téléphone. Sa voix était différente. Elle semblait frustrée et un peu triste. Elle me demandait pourquoi j'avais changé autant. Elle me disait que je l'ignorais complètement. Elle me rappelait que l'amitié était importante aussi. Elle me demandait si le français était vraiment plus important que notre amitié. Ces mots me frappaient fort dans le cœur. Bien sûr que non. Jordan était très importante pour moi. Mais comment est-ce que je pouvais lui expliquer mon urgence? J'essayais de lui faire comprendre ma situation. Je lui expliquais mon engagement avec la famille Fontaine. Je lui parlais du test de conversation en juillet. Je lui disais que c'était temporaire. Seulement 6 mois d'études intensives. Après, nous pourrions passer du temps ensemble comme avant. Jordan écoutait en silence. Puis elle disait quelque chose qui me rendait très triste. Elle disait que 6 mois, c'était long. Elle disait que les amitiés pouvaient mourir en 6 mois. Elle disait qu'elle espérait que le français valait ce sacrifice. Après cette conversation, je pleurais pendant 1 heure. Les larmes coulaient sur mes joues et tombaient sur mon cahier de français. Les pages se mouillaient et l'encre bleue se mélangeait avec mes larmes salées. Pourquoi est-ce que tout devait être si difficile? Pourquoi est-ce que je ne pouvais pas avoir les deux? Mon rêve de la France et mes amis à Portland? Mais je savais la réponse. Dans la vie, nous devons faire des choix. Chaque choix signifie abandonner quelque chose d'autre. J'avais choisi le français. J'avais choisi Lyon.
J'avais choisi cette aventure. Maintenant je devais accepter les conséquences. Chapitre 8. Le moment où tout semblait inutile. 6 semaines passaient depuis le début de mon apprentissage. J'avais mémorisé environ 2100 mots français. J'avais eu 24 leçons avec Sandrine. J'avais étudié la grammaire pendant plus de 80 heures. J'avais écouté des centaines d'heures de podcasts. Sur le papier, mes progrès semblaient impressionnants. Mais dans ma tête, je me sentais toujours incompétente et stupide. Le problème était que comprendre et parler sont deux choses très différentes. Je pouvais lire un texte simple et comprendre l'essentiel. Je pouvais écouter un podcast lent et identifier les mots principaux. Mais quand je devais parler, mon cerveau se figeait complètement. Les mots que je connaissais disparaissaient dans le brouillard. Ma bouche refusait de former les sons français correctement. Mes phrases sortaient comme un mélange chaotique de français et d'anglais. Un mardi soir, pendant ma leçon avec Sandrine, quelque chose de terrible arrivait. Sandrine me demandait de raconter ma journée en français. Une tâche simple en théorie. Je commençais lentement. Ce matin, je me levais à 5 heures. Non, attendez. Je me suis levée. Ou je me suis levée. Quelle était la bonne forme? Mon cerveau cherchait frénétiquement la règle de grammaire. Les femmes ajoutent un E à la fin du participe passé. Donc je me suis levée. Avec un E. Mais pendant que je réfléchissais à cette règle, j'oubliais ce que je voulais dire après. Mon discours s'arrêtait. Le silence remplissait l'écran entre Sandrine et moi. Elle attendait patiemment que je continue. Mais je ne pouvais pas. Mon cerveau était vide. Complètement vide. Après 30 secondes d'un silence horrible, je commençais à pleurer. Les larmes coulaient sans que je puisse les arrêter. Toute ma frustration sortait en un torrent d'émotions. Sandrine était choquée et inquiète. Elle me parlait doucement en anglais. Elle me disait que c'était normal. Elle me disait que tous les étudiants passaient par cette phase difficile. Elle me racontait sa propre expérience d'apprentissage de l'espagnol. Elle aussi avait pleuré de frustration plusieurs fois. Elle aussi avait pensé qu'elle n'était pas capable. Mais elle avait continué. Et finalement, un jour, quelque chose avait cliqué dans son cerveau. Soudainement, l'espagnol était devenu plus facile. Ces mots me calmaient un peu. Mais dans mon cœur, je doutais encore. Est-ce que ce moment magique allait arriver pour moi aussi? Ou est-ce que j'étais différente? Peut-être que certaines personnes ne pouvaient pas apprendre les langues. Peut-être que j'étais une de ces personnes. Peut-être que je devais contacter la famille Fontaine et annuler tout. Cette pensée me rendait encore plus triste. Abandonner mon rêve serait comme mourir un peu à l'intérieur. Chapitre 9. La découverte qui changeait ma méthode.
Après cette soirée difficile avec les larmes et le doute, je décidai de changer quelque chose. Ma méthode actuelle ne fonctionnait pas assez bien. J'apprenais beaucoup, mais je ne progressais pas assez vite. Je devais trouver une nouvelle approche. J'ouvrais mon ordinateur et je cherchais des informations sur les polyglottes célèbres. Ces gens qui parlaient 5, 10 ou même 20 langues. Quel était leur secret? Je découvrais un polyglotte canadien qui s'appelait Steve. Steve parlait plus de 15 langues couramment. Sur son site web, il expliquait sa philosophie d'apprentissage. Il disait que la clé était l'input compréhensible. Ce terme venait d'un linguiste qui s'appelait Stephen Krashen. L'input compréhensible signifiait écouter et lire du contenu que tu comprends presque mais pas complètement. Le contenu devait être juste un peu plus difficile que ton niveau actuel. Cette idée me fascinait. Steve expliquait que le cerveau apprend naturellement quand il est exposé à beaucoup d'inputs compréhensibles. Tu n'as pas besoin d'étudier consciemment la grammaire. Ton cerveau découvre les règles automatiquement. C'est comme ça que les enfants apprennent leur langue maternelle. Ils n'étudient pas les règles. Ils écoutent énormément. Leur cerveau absorbe les patterns naturellement. Je décidai d'essayer cette méthode. Mon nouveau plan était simple. Je devais écouter du français au moins 6 heures par jour. Mais pas n'importe quel français. Je devais écouter du contenu que je comprenais à environ 70%. Si je comprenais tout, c'était trop facile. Si je ne comprenais rien, c'était trop difficile. Le point idéal était entre 60 et 80% de compréhension. Le problème était de trouver ce type de contenu. Les podcasts pour débutants étaient trop faciles maintenant. Je les comprenais à 90%. Les films français étaient trop difficiles. Je les comprenais à peine 20%. Je devais trouver quelque chose au milieu. Après beaucoup de recherches, je trouvais une chaîne YouTube parfaite. Cette chaîne s'appelait Easy French. Les vidéos montraient des interviews de vraies personnes dans les rues de France. Les interviews parlaient de sujets simples de la vie quotidienne. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Quel est ton endroit préféré dans ta ville? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Les personnes parlaient à vitesse normale, mais la vidéo avait des sous-titres en français. Je pouvais lire et écouter en même temps. Cette combinaison était magique pour mon apprentissage. Mon cerveau connectait les sons aux mots écrits. Chapitre 10. L'immersion totale dans mon appartement. Mon ami, je dois te dire quelque chose d'important maintenant. Mon appartement se transformait en une petite France. Je changeais la langue de mon téléphone en français. Je changeais la langue de mon ordinateur en français. Je changeais la langue de tous mes appareils en français. Au début, c'était très confus. Je ne savais pas où trouver les différentes fonctions. Mais après quelques jours, mon cerveau s'adaptait. Je collais des notes partout dans mon appartement.
Sur le réfrigérateur, j'écrivais le réfrigérateur. Sur la porte, j'écrivais la porte. Sur la fenêtre, j'écrivais la fenêtre. Sur le miroir, j'écrivais le miroir. Chaque objet avait son nom en français. Chaque fois que je voyais l'objet, je lisais le mot. Cette répétition constante gravait les mots dans ma mémoire profonde. Après 2 semaines, je ne pensais plus en anglais pour ces objets. Je pensais directement en français. Je commençais aussi à parler à voix haute en français. Même quand j'étais seule. Je décrivais mes actions pendant que je les faisais. Je me lève du lit. Je vais à la cuisine. J'ouvre le réfrigérateur. Je prends le lait. Je verse le lait dans ma tasse. Je bois mon café. Au début, je me sentais très bizarre. Mes voisins m'entendaient probablement et pensaient que j'étais folle. Mais cette pratique était incroyablement utile. Ma consommation de médias changeait complètement aussi. Je ne regardais plus de séries américaines. Je regardais seulement des séries françaises. Ma série préférée s'appelait 10%. C'était une comédie sur une agence de talent à Paris. Les dialogues étaient rapides et naturels. Au début, je comprenais peut-être 30%. Mais j'activais les sous-titres français. Je regardais chaque épisode 2 fois. La première fois avec les sous-titres. La deuxième fois sans les sous-titres. Je ne lisais plus de livres en anglais non plus. Je lisais seulement des livres en français. Mais pas des livres compliqués. Je lisais des livres pour jeunes adultes. Le langage était plus simple, mais les histoires restaient intéressantes. Mon premier livre français s'appelait Le Petit Prince. C'est un livre très célèbre écrit par Antoine de Saint-Exupéry. L'histoire parle d'un petit garçon qui vient d'une autre planète. Le livre contenait seulement environ 15 000 mots. Je pouvais le lire en 4 heures. Cette transformation de ma vie en immersion française portait ses fruits rapidement. Après seulement 2 semaines de cette nouvelle méthode, je remarquais une grande différence. Les mots français commençaient à venir naturellement dans mon esprit. Je ne devais plus traduire mentalement de l'anglais au français. Mon cerveau pensait directement en français pour des phrases simples. C'était une sensation étrange, mais merveilleuse. Chapitre 11. Le test qui arrivait trop vite. Le temps passait à une vitesse terrifiante. Les jours devenaient des semaines. Les semaines devenaient des mois. Soudainement, nous étions en juin. Le 1er juillet approchait comme un train qui ne pouvait pas s'arrêter. J'avais maintenant étudié le français pendant presque 4 mois complets. Mon niveau s'était beaucoup amélioré. Je comprenais les conversations normales à environ 80%. Je pouvais lire des articles de journaux sans dictionnaire. Je pouvais regarder des films français et suivre l'histoire. Mais parler restait difficile.
Quand Sandrine me posait une question inattendue, je devais réfléchir quelques secondes avant de répondre. Mes phrases n'étaient pas toujours correctes grammaticalement. Je faisais encore beaucoup d'erreurs avec les genres. Le ou la. Un ou une. Mon cerveau hésitait constamment. Sandrine me disait que c'était normal. Même les francophones natifs faisaient des erreurs parfois. Mais j'avais peur que la famille Fontaine trouve mon niveau insuffisant. Le 15 juin, je recevais un email de Madame Fontaine. Elle me rappelait notre rendez-vous vidéo pour le 1er juillet. Elle écrivait qu'elle était excitée de me rencontrer enfin. Elle me demandait si je me sentais prête pour le test. Son ton était amical, mais je sentais la question sérieuse derrière les mots gentils. Est-ce que j'avais vraiment appris le français comme promis? Mes mains tremblaient quand je tapais ma réponse. Je lui disais que j'avais travaillé très dur. Je lui disais que j'attendais notre conversation avec impatience. Après avoir envoyé cet email, la panique m'envahissait complètement. Le 1er juillet était dans seulement 16 jours. 16 jours pour perfectionner mon français parlé. 16 jours pour me préparer à la conversation la plus importante de ma vie. Si j'échouais ce test, tout mon travail des 4 derniers mois serait inutile. Je ne pourrais pas aller à Lyon. Je ne pourrais pas vivre en France. Mon rêve mourrait avant même de commencer vraiment. Je décidais de prendre des mesures drastiques. Je demandais à mon manager au café si je pouvais prendre 2 semaines de congé sans salaire. J'expliquais que j'avais une situation personnelle urgente. Mon manager n'était pas content, mais il acceptait finalement. Ces 2 semaines allaient être ma préparation finale. Mon bootcamp intensif de français. Je prévoyais d'étudier et de pratiquer au moins 12 heures par jour. 12 heures pendant 14 jours. C'était 168 heures de pratique intensive. Chapitre 12. Les 14 jours qui déterminaient tout. Le 17 juin au matin, mon bootcamp intensif commençait. Mon réveil sonnait à 6 heures. Je me levais immédiatement sans hésitation. Pas de temps pour la paresse. Pas de temps pour le doute. Je commençais ma journée avec 1 heure de révision de vocabulaire. Je revoyais tous les mots que j'avais appris pendant les 4 derniers mois. Mon application Anki me montrait 450 cartes par jour. C'était beaucoup, mais mon cerveau était maintenant entraîné. De 7 heures à 9 heures, je regardais des vidéos YouTube en français. Mais maintenant je faisais quelque chose de nouveau. J'imitais exactement ce que les personnes disaient. Pas seulement les mots. Aussi l'intonation et le rythme. Le français a une musicalité spécifique. Les phrases montent et descendent d'une façon particulière. Si je voulais sonner naturel, je devais capturer cette musique. Je répétais chaque phrase 5 fois jusqu'à ce qu'elle sonne correctement. De 9 heures à midi, je parlais avec des tuteurs français sur Italki. Je réservais 3 tuteurs différents chaque jour. Pas seulement Sandrine.
Je voulais m'habituer à différents accents et styles de conversation. Un tuteur venait de Toulouse dans le sud. Son accent était chantant et doux. Un autre tuteur venait de Strasbourg dans l'Est. Son accent était plus dur et plus allemand. Le troisième tuteur venait du Québec au Canada. Son français était très différent du français de France. Chaque conversation durait 1 heure. Nous parlions de sujets variés. Mes hobbies. Ma famille. Mes opinions sur différents sujets. Pourquoi je voulais aller en France? Qu'est-ce que j'aimais dans la culture française? Qu'est-ce qui me faisait peur dans ce déménagement? Au début de la semaine, ces conversations étaient stressantes. Mon cerveau se fatiguait après 30 minutes. Mais vers la fin de la semaine, je pouvais parler pendant 1 heure complète sans fatigue mentale. Après mes conversations, je prenais une pause déjeuner de 30 minutes. Je mangeais rapidement tout en écoutant la radio française. J'avais trouvé une station qui s'appelait France Inter. Cette station diffusait des débats et des discussions sur l'actualité. Le vocabulaire était assez avancé. Je ne comprenais pas tout, mais je comprenais l'essentiel. Mon cerveau absorbait de nouveaux mots et expressions chaque jour. L'après-midi de 13h à 17h, je faisais des exercices de grammaire et d'écriture. J'écrivais des compositions sur différents thèmes. Je décrivais ma journée idéale. J'expliquais pourquoi j'aimais ou je n'aimais pas certaines choses. Je racontais des histoires de mon enfance. Après avoir écrit chaque composition, je l'envoyais à Sandrine. Elle corrigeait mes erreurs et m'expliquait les règles de grammaire. Cette méthode était très efficace. J'apprenais de mes propres erreurs au lieu d'apprendre des règles abstraites. Le soir de 17h à 20h, je regardais des films français sans sous-titres. C'était le test ultime de ma compréhension. Les acteurs parlaient vite et naturellement. Ils utilisaient de l'argot et des expressions idiomatiques. La première soirée, je comprenais peut-être 50%. Mais chaque soir, ma compréhension s'améliorait. Le dernier soir de mon bootcamp, je comprenais environ 75% d'un film que je n'avais jamais vu avant. Chapitre 13. La nuit avant le jugement final. Le 30 juin arrivait. C'était la veille de mon test avec Madame Fontaine. Je ne pouvais pas dormir. Mon esprit repassait tous les scénarios possibles. Et si elle me demandait quelque chose que je ne comprenais pas? Et si je paniquais et oubliais tous mes mots? Et si mon accent était si mauvais qu'elle ne me comprenait pas? Ces questions tournaient dans ma tête comme un manège sans fin. À 3 heures du matin, j'étais toujours éveillée. Je décidai de me lever et de réviser encore. Je m'asseyais à ma table avec une tasse de thé chaud. Je faisais une liste de tous les sujets possibles de conversation. La famille et les enfants. Mes expériences avec les enfants. Mes hobbies et intérêts. Pourquoi je voulais vivre en France.
Mes plans pour le futur. Pour chaque sujet, j'écrivais des phrases clés que je pouvais utiliser. Je pratiquais aussi mes réponses aux questions difficiles. Madame Fontaine allait probablement me demander pourquoi je n'avais pas d'expérience professionnelle avec les enfants. C'était vrai. Je n'avais jamais été au père avant. Je n'avais jamais travaillé dans une école ou une garderie. Mais j'avais aidé ma sœur avec ses enfants pendant plusieurs étés. J'avais 3 nièces que j'adorais. Je savais comment jouer avec les enfants. Je savais comment les faire rire et les calmer quand ils pleuraient. Je pensais aussi à mes faiblesses en français. Mon vocabulaire était bon maintenant. J'estimais que je connaissais environ 4500 mots. Ma grammaire était correcte pour le niveau B1 ou peut-être même B2. Le niveau B1 signifie que tu peux te débrouiller dans la plupart des situations quotidiennes. Le niveau B2 signifie que tu peux avoir des conversations détaillées sur des sujets variés. Mais ma prononciation restait clairement américaine. Certains sons français étaient encore difficiles pour moi. Le son R français était mon ennemi principal. En anglais, nous faisons le R avec la langue qui touche le palais. Mais en français, le R vient de la gorge. C'est un son guttural, comme quand tu te gargarises. Je pratiquais ce son pendant des heures. RRRRR. Paris. Merci. Encore. Mais il ne sonnait jamais parfaitement français. Mon R restait un compromis entre le R américain et le R français. J'espérais que Madame Fontaine pouvait quand même me comprendre. Le soleil commençait à se lever dehors. Les oiseaux chantaient leur chanson matinale. La ville de Portland se réveillait lentement. Mon test était programmé pour 19 heures ce soir. C'était midi à Lyon. Un bon moment pour Madame Fontaine. Elle serait à la maison pendant sa pause déjeuner. J'avais encore 12 heures à attendre. 12 heures de nervosité et d'anticipation. Comment est-ce que j'allais survivre? Chapitre 14. Les 30 minutes qui décidaient de mon destin. 18h50. Je m'asseyais devant mon ordinateur. J'avais mis une chemise bleue professionnelle. J'avais attaché mes cheveux en queue de cheval. J'avais mis un peu de maquillage pour cacher ma fatigue. Mon appartement était propre et rangé derrière moi. Je voulais que Madame Fontaine voie que j'étais une personne organisée et responsable. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. 19 heures exactement. Mon ordinateur émettait le son d'un appel entrant. Je prenais une grande respiration. Je cliquais sur le bouton vert pour accepter l'appel. L'écran noir devenait l'image d'une femme d'environ 40 ans. Elle avait les cheveux bruns courts et des lunettes élégantes. Elle souriait chaleureusement. Derrière elle, je voyais une cuisine moderne et lumineuse. C'était Madame Fontaine. Elle commençait à parler en français. Bonjour Riley.
Je suis très heureuse de te rencontrer enfin. Mon cerveau se concentrait intensément sur ces mots. Je comprenais parfaitement. Mon corps se détendait un petit peu. Je répondais en français aussi. Bonjour Madame Fontaine. Je suis très heureuse aussi. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ma voix tremblait légèrement, mais les mots sortaient correctement. Madame Fontaine continuait. Elle me posait des questions sur mon voyage d'apprentissage. Comment j'avais appris le français si rapidement? Combien d'heures j'avais étudié chaque jour? Quelle méthode j'avais utilisée? Je répondais honnêtement et en détail. J'expliquais ma routine intensive. Je parlais de mes leçons avec Sandrine. Je mentionnais les podcasts et les films et les livres. Je décrivais mon immersion totale dans ma vie quotidienne. Elle semblait impressionnée par ma détermination. Elle disait que peu de personnes pouvaient maintenir un tel niveau d'effort pendant plusieurs mois. Elle me demandait ensuite pourquoi je voulais venir en France. Pourquoi Lyon spécifiquement? Cette question était importante. Je devais montrer que j'avais fait des recherches et que mon choix était réfléchi. Je répondais que Lyon m'attirait pour plusieurs raisons. Premièrement, Lyon est une ville avec une histoire incroyable. C'était la capitale de la Gaule romaine il y a 2000 ans. Deuxièmement, Lyon est connue pour sa gastronomie. C'est la capitale culinaire de la France. Troisièmement, Lyon a une taille parfaite. Pas trop grande comme Paris, mais pas trop petite comme une ville de province. Je pouvais avoir toutes les opportunités d'une grande ville, mais avec une qualité de vie meilleure. Madame Fontaine souriait pendant que je parlais. Elle hochait la tête avec approbation. Puis elle me parlait de ses enfants. Lucas aimait les dinosaures et les jeux vidéo. Il était en 2e année d'école primaire. Maëlle aimait dessiner et danser. Elle était en grande section de maternelle. Les 2 enfants avaient des personnalités très différentes. Lucas était calme et réfléchi. Maëlle était énergique et sociale. Elle me demandait comment je gérais les conflits entre enfants. Comment je réagissais si un enfant ne voulait pas manger. Comment je créais une routine stable. Ces questions montraient qu'elle prenait son rôle de mère très sérieusement. Elle voulait être sûre que je pouvais prendre soin de ses enfants correctement. Je répondais en donnant des exemples concrets de mon expérience avec mes nièces. Je parlais de patience et de cohérence et de communication claire. Notre conversation continuait pendant exactement 45 minutes. Bien plus longtemps que prévu. Nous parlions de tellement de choses. La vie quotidienne à Lyon. Les écoles des enfants. Les activités du week-end. Les attentes de la famille. Le salaire et les jours de congé. Ma chambre dans leur maison. Tout semblait clair et bien organisé. Je me sentais de plus en plus confiante que cette famille était parfaite pour moi.
À la fin de la conversation, Madame Fontaine arrêtait de sourire. Son visage devenait sérieux. Elle disait qu'elle devait être honnête avec moi. Mon estomac se serrait. Qu'est-ce qui allait suivre? Elle faisait une pause dramatique. Puis elle souriait à nouveau largement. Elle disait que mon français était excellent. Beaucoup mieux qu'elle espérait. Elle était vraiment impressionnée par mon niveau, après seulement 4 mois d'études. Elle voulait que je vienne à Lyon. Le poste était à moi si je le voulais toujours. Chapitre 15. Les derniers préparatifs avant le départ. Les 3 semaines suivantes passaient dans un tourbillon d'activités frénétiques. J'avais tellement de choses à organiser. D'abord, je devais acheter mon billet d'avion. Le vol de Portland à Lyon avec une escale à Paris coûtait $892. C'était presque tout l'argent que j'avais économisé. Mais c'était un investissement dans mon futur. Mon départ était fixé au 24 juillet. J'avais exactement 23 jours pour tout préparer. Je devais aussi résilier mon bail d'appartement. Heureusement, mon propriétaire était compréhensif. Il acceptait de me laisser partir avec seulement 1 mois de préavis au lieu de 2. Je commençais à vendre mes meubles sur Internet. Mon lit. Ma table. Mon canapé. Mon bureau. Je ne pouvais pas tout emmener en France. L'avion permettait seulement 2 valises de 23 kilos chacune. 46 kilos pour toute ma vie. Comment est-ce que je pouvais choisir? Le processus de sélection de mes affaires était douloureux et émotionnel. Chaque objet avait des souvenirs attachés. Cette tasse que ma mère m'avait donnée pour mon anniversaire. Ce pull que j'avais porté pendant mon premier rendez-vous avec mon ex-petite amie. Ces livres que j'avais lus pendant l'université. Je devais me séparer de presque tout. Je gardais seulement les choses les plus essentielles. Des vêtements pour toutes les saisons. Mon ordinateur portable. Mes documents importants. Quelques photos de famille. Je devais dire au revoir à ma famille aussi. Ma mère pleurait quand je lui annonçais mon départ. Elle disait que 6 mois étaient très longs. Elle s'inquiétait que je me sente seule si loin. Elle s'inquiétait que la famille française ne me traite pas bien. Je la rassurais en expliquant que j'allais l'appeler chaque semaine. Je lui promettais de revenir pour Noël si possible. Mon père était moins émotionnel, mais je voyais la tristesse dans ses yeux. Il me donnait $500 pour les urgences. Il me disait d'être prudente et de faire attention. Ma sœur organisait une fête de départ pour moi. Elle invitait tous mes amis et ma famille. Jordan venait aussi, même si notre amitié était devenue distante pendant les derniers mois. La fête était agréable mais étrange. Tout le monde me posait des questions sur la France. Tout le monde voulait savoir si je parlais vraiment français maintenant. Je leur montrais mon niveau en parlant quelques phrases.
Ils applaudissaient et semblaient impressionnés. Mais dans leurs yeux je voyais aussi quelque chose d'autre. De la jalousie peut-être. Ou du regret qu'ils n'avaient pas le courage de faire quelque chose d'aussi fou. Les derniers jours avant mon départ arrivaient trop vite. Mon appartement était maintenant vide. Mes valises étaient fermées et prêtes. Je dormais sur le sol dans un sac de couchage. Mes derniers jours à Portland avaient une qualité surréelle. Tout semblait familier, mais aussi déjà lointain. Comme si je regardais ma vie ancienne à travers une fenêtre. Cette vie appartenait déjà au passé. Une nouvelle vie m'attendait de l'autre côté de l'océan Atlantique. Chapitre 16. Le jour du grand saut. Le 24 juillet arrivait avec un ciel bleu et clair. Ma mère et mon père m'amenaient à l'aéroport dans leur voiture. Le trajet durait 45 minutes. Nous ne parlions pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Tout avait déjà été dit. Ma mère me tenait la main dans la voiture. Ses doigts serraient les miens fort. Je sentais qu'elle voulait me garder près d'elle, mais elle me laissait partir quand même. À l'aéroport, nous nous arrêtions devant le terminal international. Je sortais mes 2 valises lourdes du coffre. Mon père les posait sur un chariot. Ma mère me prenait dans ses bras. Elle me serrait très fort contre elle. Je sentais son parfum familier. Ce parfum que je connaissais depuis mon enfance. Les larmes commençaient à couler sur mes joues. Je ne voulais pas pleurer, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Mon père nous rejoignait dans l'étreinte. Nous restions comme ça pendant plusieurs minutes. Finalement, je me détachais doucement. Je devais partir maintenant ou je ne partirais jamais. Je disais au revoir une dernière fois. Je leur promettais d'envoyer des messages dès mon arrivée. Je prenais mon chariot et je marchais vers les portes automatiques. Avant d'entrer, je me retournais une dernière fois. Mes parents étaient là, debout ensemble. Ils agitaient leurs mains. Ils souriaient, mais je voyais les larmes sur le visage de ma mère même de loin. Je leur envoyais un dernier baiser avec ma main. Puis je passais les portes. Le processus d'enregistrement prenait 1 heure. La file d'attente était longue. Je vérifiais mes documents plusieurs fois. Mon passeport. Mon billet. Ma lettre d'invitation de la famille Fontaine. Tout était en ordre. L'agent d'enregistrement pesait mes valises. Première valise, 22,8 kg. Deuxième valise, 22,3 kg. Parfait. Sous la limite de 23 kg chacune. Elle attachait les étiquettes et envoyait mes valises sur le tapis roulant. Je les regardais disparaître derrière le rideau en plastique. Le vol de Portland à Paris durait 11 heures. C'était la partie la plus longue de mon voyage. Je trouvais mon siège près d'une fenêtre. Une femme française d'environ 50 ans était assise à côté de moi.
Quand elle m'entendait parler avec l'hôtesse de l'air, elle me demandait si je parlais français. Je répondais oui, en français. Nous commencions une conversation qui durait presque tout le vol. Cette femme s'appelait Véronique. Elle rentrait à Paris après avoir visité son fils qui vivait à Seattle. Nous parlions de tellement de choses pendant ces 11 heures. Elle me racontait sa vie à Paris. Je lui racontais mon histoire d'apprentissage du français. Elle était stupéfaite que j'avais appris en seulement 4 mois et demi. Elle disait que mon accent était bon et que je m'exprimais clairement. Ces compliments me remplissaient de fierté et de confiance. Véronique me donnait aussi beaucoup de conseils pour vivre en France. Elle m'expliquait les différences culturelles importantes. En France, les gens disent bonjour et au revoir dans les magasins. C'est considéré comme impoli de ne pas saluer. En France, les dîners durent longtemps. 2 ou 3 heures sont normales. En France, les gens sont plus directs dans leurs opinions. Ils n'ont pas peur du conflit intellectuel. Toutes ces informations étaient précieuses pour moi. Quand l'avion atterrissait à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, mon cœur battait d'excitation. J'étais en France. Vraiment en France. Après 4 mois et demi de préparation intense. Après plus de 700 heures d'études. Après tous les sacrifices et le travail dur. J'étais enfin arrivé. Je devais maintenant prendre un train pour Lyon. Le train TGV faisait le trajet Paris-Lyon en 2 heures. À 15 heures, j'allais enfin rencontrer la famille Fontaine en personne. Chapitre 17. La vraie France et les premiers chocs. Le train TGV filait à travers la campagne française à 320 km/h. Par la fenêtre, je voyais défiler des champs de blé doré. Des petits villages avec leurs églises anciennes. Des vaches qui broutaient paisiblement. Tout semblait sorti d'une carte postale. C'était exactement comme j'avais imaginé la France. Mais je savais que la vraie France serait différente de mes imaginations romantiques. Le train arrivait à la gare de Lyon-Pardieu exactement à l'heure prévue. 15h04. La ponctualité française était impressionnante. Je prenais mes valises et je descendais sur le quai. La gare était énorme et moderne. Des centaines de personnes marchaient dans toutes les directions. J'entendais du français partout autour de moi. Du vrai français rapide et naturel. Pas le français lent et clair de mes podcasts. Madame Fontaine m'attendait près de la sortie principale. Elle tenait un panneau avec mon nom écrit dessus. Riley. Quand elle me voyait, elle souriait largement et agitait sa main. Je marchais vers elle avec mes valises lourdes. Nous nous faisions la bise. 2 bises. Une sur chaque joue. C'était la première fois que je faisais la bise. Je me sentais maladroite, mais Madame Fontaine était patiente. Elle me guidait vers sa voiture dans le parking. Pendant le trajet vers sa maison, elle me parlait de Lyon.
Elle me montrait différents quartiers par la fenêtre. Le vieux Lyon avec ses bâtiments de la Renaissance. La presqu'île avec ses magasins élégants. Les berges du Rhône et de la Saône. Les deux fleuves qui traversent la ville. Je regardais tout avec des yeux émerveillés. Tout était nouveau et excitant. La maison de la famille Fontaine était située dans le quartier de Croix-Rousse. C'était un quartier sur une colline avec des rues pavées pentues. La maison elle-même était un appartement au 3e étage d'un immeuble ancien. Madame Fontaine m'aidait à monter mes valises. Il n'y avait pas d'ascenseur. Nous montions les escaliers lentement. Mes jambes brûlaient après le long voyage. À l'intérieur, les enfants m'attendaient avec excitation. Lucas et Maël couraient vers moi dès que j'entrais. Ils parlaient tous les deux en même temps très rapidement. Je ne comprenais qu'environ la moitié de ce qu'ils disaient. Leur français d'enfant était plein de mots et d'expressions que je ne connaissais pas. Madame Fontaine leur disait de parler plus lentement. Ils essayaient, mais leur excitation les rendait incontrôlables. Ma chambre était petite mais confortable. Un lit simple. Un bureau. Une armoire. Une fenêtre qui donnait sur la rue. C'était parfait pour moi. Je posais mes valises et je m'asseyais sur le lit. Soudainement, toute la fatigue du voyage me frappait. J'étais épuisée physiquement et émotionnellement. Madame Fontaine voyait ma fatigue. Elle me disait de me reposer un peu avant le dîner. Je m'allongeais sur le lit et je fermais les yeux. Quand je me réveillais, il faisait déjà nuit dehors. J'entendais des voix et des rires venant de la cuisine. Je regardais mon téléphone. 20h30. J'avais dormi pendant 4 heures. Je me levais rapidement et je me regardais dans le miroir. Mes cheveux étaient en désordre. J'avais des marques de l'oreiller sur ma joue. Je me lavais le visage et je me coiffais. Puis je sortais de ma chambre pour rejoindre la famille. Chapitre 18. Les premiers jours de vérité. Les premiers jours avec la famille Fontaine me montraient une vérité importante. Parler français dans des leçons structurées est complètement différent de vivre en français tous les jours. Pendant mes leçons avec Sandrine, nous parlions de sujets que je connaissais. Je pouvais me préparer mentalement. Mais dans la vraie vie, les conversations venaient sans avertissement. Les sujets changeaient constamment. Les gens utilisaient de l'argot et des expressions régionales. Le premier matin, Monsieur Fontaine me demandait de lui passer le beurre au petit déjeuner. Mais il ne disait pas juste passe-moi le beurre. Il disait tu peux me filer le beurre? Filer. Ce mot ne faisait pas partie de mon vocabulaire formel. Je le regardais avec confusion. Il répétait plus clairement. Passer. Donner. Enfin je comprenais. Filer voulait dire donner dans le langage familier.
C'était le premier de centaines de mots d'argot que j'allais apprendre. Les enfants aussi utilisaient un langage très différent de ce que j'avais étudié. Maëlle me demandait souvent c'est trop cool, non? Cool était un mot anglais, mais utilisé en français. Trop voulait dire très dans ce contexte. Lucas disait souvent j'ai la flemme quand il ne voulait pas faire quelque chose. La flemme signifie paresse. Mais je devais apprendre toutes ces expressions dans le contexte réel. Mon travail avec les enfants commençait vraiment le 2e jour. Madame Fontaine retournait au travail. Monsieur Fontaine aussi. J'étais seule avec Lucas et Maëlle de 8h du matin à 6h du soir. 10 heures avec 2 enfants énergiques qui parlaient seulement français. Les premières heures étaient chaotiques. Lucas voulait jouer aux jeux vidéo. Maëlle voulait que je l'aide à dessiner. Ils se disputaient pour mon attention. Je devais établir une routine claire. Après le petit déjeuner, nous faisions les devoirs de vacances. Oui, mon ami, même en été les enfants français ont des devoirs. Lucas avait un cahier de mathématiques et de français. Maëlle avait des exercices de prélecture et de dessin. Nous travaillions ensemble à la table de la cuisine pendant 1 heure. Puis nous avions une pause avec un goûter. Les Français appellent le snack du matin le goûter. Après le goûter, nous sortions au parc. Il y avait un joli parc avec des jeux pour enfants à 10 minutes de marche. Au parc, je rencontrais d'autres nounous et au père. Certaines étaient françaises. D'autres venaient d'Espagne, d'Italie ou d'Angleterre. Nous parlions ensemble pendant que les enfants jouaient. Ces conversations m'aidaient énormément à améliorer mon français parlé quotidien. Une nounou espagnole, qui s'appelait Carmen, devenait mon amie. Elle travaillait aussi pour une famille dans le même quartier. Elle apprenait le français depuis 2 ans. Son niveau était plus avancé que le mien, mais elle faisait encore des erreurs. Nous nous comprenions parfaitement. Nous partagions nos frustrations et nos succès. Elle me donnait des conseils sur comment gérer les enfants difficiles. Je lui parlais de mes méthodes d'apprentissage du français. Les soirées avec la famille Fontaine étaient les moments les plus difficiles pour moi. Pendant le dîner, toute la famille parlait ensemble. Ils discutaient de leur journée. Ils parlaient de politique et d'actualité. Ils débattaient de différents sujets. Le français devenait très rapide et complexe. Je pouvais suivre la conversation générale, mais je perdais beaucoup de détails. Parfois ils me posaient une question directe. Alors je devais répondre devant tout le monde. Mon cœur battait vite dans ces moments. Mais lentement, jour après jour, cela devenait plus facile. Mon cerveau s'habituait au rythme rapide. Mon vocabulaire grandissait avec des dizaines de nouveaux mots chaque jour. Après 2 semaines, je pouvais participer activement aux conversations du dîner. Après 1 mois, je me sentais presque à l'aise. Les mots français venaient naturellement maintenant. Je ne pensais plus en anglais.
Mon cerveau pensait directement en français pour presque tout. Un soir, quelque chose de magique arrivait. Nous étions en train de dîner. La famille discutait d'un film qu'ils voulaient voir au cinéma. Je donnais mon opinion sur le film. Je parlais pendant peut-être 3 minutes sans arrêt. J'expliquais pourquoi je pensais que le film serait intéressant. Soudainement, je réalisais quelque chose. Je venais de parler en français, sans réfléchir. Les mots sortaient automatiquement. Je ne traduisais pas mentalement. Je ne cherchais pas le vocabulaire. C'était complètement naturel. J'étais vraiment devenu fluide. Conclusion, 6 mois plus tard. Mon ami, nous sommes maintenant en janvier. 6 mois ont passé depuis mon arrivée à Lyon. 6 mois de vie complète en français. 6 mois de découverte et d'apprentissage quotidien. Ma transformation est incroyable même pour moi. Quand je parle français maintenant, les gens ne peuvent pas identifier immédiatement que je suis américaine. Mon accent s'est tellement amélioré. Je fais encore des erreurs parfois, mais elles sont rares. Ma relation avec la famille Fontaine est devenue très proche. Je ne suis plus juste leur employé. Je suis comme un membre de la famille. Lucas et Maël m'adorent. Ils me racontent leurs secrets. Ils viennent me voir quand ils ont des problèmes. Madame et Monsieur Fontaine me font confiance complètement. Ils me laissent prendre des décisions importantes concernant les enfants. Ils m'invitent à leur dîner avec des amis. Je me sens vraiment chez moi ici. Mon niveau de français, maintenant dépasse mes objectifs originaux. Je lis des livres français complexes sans difficulté. Je regarde des films français sans sous-titres et je comprends chaque blague. Je peux discuter de philosophie et de politique en français. Je peux exprimer des émotions subtiles et des nuances de pensée. Je suis passé de 0 à fluide en 6 mois de travail intense. C'était possible. C'était difficile mais possible. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Premièrement, la motivation est la chose la plus importante. Sans une raison forte et claire d'apprendre, tu vas abandonner. Mon rêve de vivre en France me poussait à continuer même dans les moments difficiles. Deuxièmement, la consistance est essentielle. Étudier un peu chaque jour est mieux qu'étudier beaucoup une fois par semaine. Troisièmement, tu dois parler dès le début. Même avec des erreurs. Même avec un vocabulaire limité. Quatrièmement, l'immersion est la méthode la plus rapide. Change ton environnement en français autant que possible. Cinquièmement, n'aie pas peur de faire des erreurs. Les erreurs sont comment nous apprenons. Sixièmement, trouve des personnes avec qui pratiquer. Les conversations réelles sont irremplaçables. Septièmement, sois patient avec toi-même. Certains jours seront difficiles. Certains jours tu vas sentir que tu ne progresses pas. C'est normal. Continue quand même.
Est-ce que tout le monde peut devenir fluide en 6 mois comme moi? Honnêtement, probablement pas. J'ai eu des avantages spécifiques. J'avais du temps disponible pour étudier intensivement. J'avais une motivation extrêmement forte. J'avais de l'argent pour payer des professeurs. Et j'avais la possibilité de m'immerger complètement en venant en France. Mais même si tu ne peux pas étudier 6 heures par jour, même si tu ne peux pas venir en France, tu peux quand même apprendre le français. L'important est de commencer. Commence aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Télécharge une application. Regarde une vidéo en français. Apprends 5 mots nouveaux. Fais un petit pas. Puis demain, fais un autre petit pas. Les petits pas quotidiens deviennent des kilomètres parcourus avec le temps. Ma transformation de 0 à fluide a commencé avec un seul mot. Bonjour. Ce simple mot a ouvert la porte à tout un monde nouveau. Maintenant, quand je marche dans les rues de Lyon, je me sens française. Quand je commande mon café dans un café, personne ne me regarde bizarrement. Quand je plaisante avec mes amis français, ils rient naturellement. Ma vie a changé complètement grâce aux Français. J'ai de nouveaux amis. J'ai de nouvelles expériences. J'ai une nouvelle perspective sur le monde. Et tout ça a été possible parce que j'ai pris une décision folle il y a 6 mois. J'ai décidé d'apprendre l'impossible. Alors mon ami, quelle est ta langue? Quel est ton rêve? Quelle décision folle vas-tu prendre aujourd'hui? N'oublie pas d'écrire dans les commentaires de quel pays tu regardes. Et dis-moi si mon histoire t'a inspiré à commencer ton propre voyage d'apprentissage. Je lirai chaque commentaire. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager ce moment avec moi. Et peut-être, dans 6 mois, tu auras ta propre histoire incroyable à raconter. Au revoir mon ami. Et bonne chance dans ton voyage.